Bonjour mon brave, bienvenue dans ce premier épisode du Biographiste. Aujourd'hui, on va parler d'un roi pas très connu de l'histoire de France, mais pourtant qui a eu un rôle important. Entre guerre de 100 ans, peste noire, déboires diplomatiques à l'extérieur, déboires politiques à l'intérieur du pays, Philippe VI, il n'a pas eu un règne très facile. Alors, enfile ton armure et affûte ton épée, car aujourd'hui on retourne au Moyen-Âge à la rencontre de Philippe VI de France, le premier des Valois. Pour parler de ce règne, j'ai décidé d'utiliser la division que fait Yvan Gobry dans son livre Philippe VI. Nous étudierons donc dans un premier temps la première partie de son règne, qui va de 1293 jusqu'à 1337, qui marque le début de la guerre de 100 ans, et une deuxième partie dans une prochaine vidéo, qui ira donc de 1337 à 1350, qui est la mort de Philippe. Nous allons donc étudier aujourd'hui la première partie de son règne. Tout d'abord, un peu de contexte. Philippe le Bel est mort le 29 novembre 1314. Son règne a été marqué par une importante crise financière qu'il tenta de résoudre par tous les moyens. Tout d'abord, en soumettant l'Église pour récupérer des impôts sur les biens de cette dernière. Tout cela aboutissa à un bras de fer avec Boniface VIII, que Philippe IV gagna en faisant installer les papes à Avignon, pour avoir la main dessus plus facilement et être plus légitime aux yeux de l'Église et avoir son soutien diplomatique inconditionnel. Cette volonté de récupérer de l'argent par Philippe le Bel, elle s'est surtout caractérisée par l'arrestation des Templiers en 1307, qui aboutira d'ailleurs en 1314 à la mort de Jacques de Molay. C'est d'ailleurs là qu'il dira sa malédiction contre le pape Clément V et contre Philippe le Bel, comme quoi il mourra au bout d'un an. Mais bon, ça c'est une autre histoire, on en reparlera dans un autre épisode. Son règne s'est aussi caractérisé par un renforcement de l'administration du royaume, avec l'institution des premiers états généraux en 1302 et de gros soucis diplomatiques en Flandre. Lorsqu'il meurt en 1314, il a 3 fils qui peuvent lui succéder. Philippe V, Louis X, Charles IV, qui continuèrent d'ailleurs la politique de leur père concernant l'administration du royaume. Que ce soit l'ordonnance régissant la Chambre des comptes en 1320 sous Philippe V, ou encore la volonté de la soumission des grands du royaume par Charles IV, avec notamment la conquête de la Guyenne, qui appartenait au roi d'Angleterre, conquête effectuée d'ailleurs par le père de Philippe VI, Charles de Valois. Eh oui. Mais revenons à Philippe VI. Né en 1293, il est le fils de Charles de Valois et de Marguerite d'Anjou. Ce qu'il faut savoir, c'est que Philippe, il a du bol. Parce que quand il naît, c'est juste le neveu de Philippe le Bel. Philippe le Bel, il a 3 fils qui peuvent lui succéder, donc ses chances de régner, elles sont très minces. Mais le truc, c'est que les 3 fils de Philippe le Bel, plus connus sous le nom des rois maudits, Louis X, Philippe V et Charles IV, ils n'ont pas eu de fils. Enfin, si, Louis X, il a eu un fils, mais qui a régné seulement 5 jours. C'était Jean Ier. Du coup, quand il arrive au pouvoir en 1328, il a beaucoup de chance. C'est d'ailleurs à cette période que le concept de primogéniture mâle a été consacré dans ce qu'on appellera la loi salique. Alors en gros, la loi salique, pour vous faire courte, c'est en gros la constitution de l'époque, avec les lois fondamentales du royaume, tout ça. Et en gros, la primogéniture mâle, c'est le fils aîné qui récupère la couronne. C'est pour ça que Jeanne, la fille de Louis X, elle a été écartée de la succession de la couronne de France. Et les légistes, ils avaient une phrase, mais comme ça, pour résumer ça, ils disaient « Le royaume de Luce ne tombe pas en quenouille ». Voilà, donc cache ta misogynie à travers des phrases bidons. Et donc en gros, une fois que cela a été consacré, Philippe V il récupéra la couronne. Mais le truc c'est que lui non plus, il n'avait pas de fils. Donc quand il mourut, c'est son frère qui a récupéré la couronne sous le nom de Charles IV. Mais Charles IV, quand il mourut, il n'avait pas de fils non plus. Et qui c'est qui était roi? On était baisé. Et c'est comme ça que ensuite... Et c'est ainsi que le 1er avril 1328, Philippe de Valois devint le roi Philippe VI de France. À peine arrivé au pouvoir, il dut faire face, comme ses prédécesseurs, à de nombreux soulèvements en Flandre. Une guerre civile avait éclaté là-bas, et le roi de France profita de cette dernière pour imposer définitivement sa souveraineté, en aidant le comte de Flandre à mater la rébellion. Et c'est ce qui se passa à la bataille de Cassel en 1328, où Philippe VI batta les insurgés flamands menés par Nicolas Zenkin, un riche commerçant flamand, avec, il faut le dire, une facilité déconcertante. Lorsque le Fifi devient roi, la situation démographique du pays, ça va, elle est plutôt bonne. La population a augmenté, il y a 2 500 000 feux. Alors non, vous inquiétez pas, c'est pas le royaume qui part en flammes, complètement tout crame. Non, c'est juste qu'un feu, en fait, c'est le nom qu'on donnait à l'époque au foyer. Et en gros, ça fait environ 12 millions d'habitants. À côté, à l'Angleterre, ils sont que 4 millions. Donc la France, c'est vraiment une grosse puissance démographique pour l'époque. On peut noter un certain progrès technologique, avec notamment l'utilisation du cheval pour labourer les champs, ou encore un développement des métiers en ville. Le servage disparaît également dans certaines campagnes. Mais bon, on va voir que toute cette nouvelle richesse, ça n'allait pas trop durer.
Cet essor royal, tant sur le plan technologique, le sera aussi sur le plan juridique, avec l'administration du royaume, où Fifi est au sommet de tous les échelons. Chaque vassal doit lui rendre hommage. En s'imposant sur ses vassaux, il cherche avant tout à étendre sa souveraineté et commence à entrevoir de ramener tous les petits duchés et comtés appartenant à d'autres familles à la couronne. Alors comment tu fais ça? Tu as 4 solutions. Un petit mariage, une petite guerre pour piquer le territoire du copain, une absence d'héritier pour récupérer tout, ou alors plus subtilement des magouilles juridiques. En gros, t'échanges les territoires contre des bons procédés ou des petits trucs comme ça. Cette volonté de vouloir centraliser l'État, on va la retrouver très souvent pendant les règnes des Valois, et surtout pendant le règne de Louis XI, qu'on appellera d'ailleurs l'universelle haragne. Concernant l'économie, ces dernières se portent plutôt bien. Les échanges économiques augmentent de plus en plus grâce aux échanges qui sont faits dans les villes. La population, elle est en grande partie rurale, mais elle se déplace de plus en plus dans les villes, où il y a les marchés, donc là, l'échange des œufs, du poulet, des légumes, enfin un peu comme aujourd'hui en fait. Non, en vrai, ce qui fait vraiment la différence, c'est le développement des routes entre les Pays-Bas et le nord de l'Italie, où tu as beaucoup de marchands qui vont là et qui se développent de plus en plus et qui vont à droite à gauche échanger leurs victuailles, tout ça. Tu rajoutes à ça un petit contrôle de la monnaie renforcé, et là, tu obtiens un bon petit essor économique. Mais bon, ça va pas durer. Le manque de terres cultivables va commencer à limiter la croissance économique, entraînant des famines et des tensions sociales. Tensions sociales qu'on retrouvera dans le règne de Jean II, avec notamment des Jacquerie et Étienne Marcel. Quand on parle du règne de Philippe VI, en général, on retient la catastrophe, plein de défaites contre les Anglais, tout ça. Bah, pourtant, à la base, on était bien partis, franchement. Enfin, pourquoi on en arrivait là? Bah, la guerre de 100 ans. Putain, merci, tu viens de me niquer nos effets suspense. De rien. Bref, un des principaux soucis du roi fut de se faire reconnaître par son plus puissant vassal, qui n'était autre que le roi d'Angleterre. Pour le duché de Guyenne, parce qu'en fait, le truc c'est que le duché de Guyenne, ça appartenait au roi d'Angleterre. Et en gros, le duché de Guyenne, si vous préférez, c'est l'Aquitaine. Voilà, en gros. Et si vous vous demandez pourquoi le roi d'Angleterre doit faire ça, eh bien, ce sera un peu long, mais en gros, c'est à cause de ce qu'on appelle la féodalité. Pour faire simple, au Moyen-Âge, chaque personne devrait rendre hommage à son suzerain. En gros, le serf, il rend hommage à son seigneur, le seigneur à son comte, le comte à son duc, et le duc au roi. Donc voilà, et le truc c'est que comme Édouard III, il était pas que roi d'Angleterre, mais qu'il était aussi duc de Guyenne, eh ben, il devait rendre hommage au roi de France, parce que le duché de Guyenne, c'était une sorte de province, en gros, qui répondait à la couronne de France. Sauf que le truc c'est que Édouard III, depuis que son père, à Philippe VI, Charles de Valois, il lui avait envahi une partie de la Guyenne, il est un peu mauvaise. Du coup, prêter hommage à Philippe VI, le fils du gars qui a envahi ses terres, ça le fait un peu chier. Philippe était devenu roi en avril 1328. Le temps passa et Édouard n'avait toujours pas rendu hommage à Philippe. Ça craignait pour lui car s'il ne le faisait pas rapidement, Philippe pouvait lui confisquer tout son duché, et ça il n'en était pas question. Notamment parce que les Anglais y raffolaient des vignobles bordelais et que s'ils perdaient la Guyenne, c'était l'accès à cette ressource qu'ils auraient perdu. Et du coup, il aura fallu attendre le 14 avril 1329 pour que enfin Édouard se décida à remuer son petit popotin et qu'il il envoie une missive à Fifi pour lui dire c'est bon, ça y est, je suis chaud pour l'hommage, tout ça. Du coup, les deux rois, ils se sont retrouvés à Amiens. Mais Édouard, une fois arrivé à Amiens, il était pas encore chaud, hein. Il traînait un peu de la patte, tout ça, mais du coup, pourquoi autant de mauvaise volonté? Le truc, c'est que Édouard reprochait à Philippe que son duché n'était plus vraiment la Guyenne, puisque Charles de Valois lui avait conquis une grande partie, et que du coup, si le roi voulait qu'il prête serment, il fallait lui rendre l'entièreté de son duché. Les Français, à côté, répliquaient que ces terres avaient été gagnées par droit de bataille, et que du coup, on ne pouvait pas lui rendre. Et c'est dans cette ambiance de malaise général qu'Édouard prêta enfin serment le 6 juin 1329, sans protestation ni retenue. Édouard rentra chez lui Fissa, et le 11 juin, il était déjà arrivé à Douvres. Vous pensez que c'est fini? En vrai, l'hommage, il était bidon, car il avait prêté hommage, d'accord, mais pourquoi? Ça n'avait pas été précisé. Si, je vous assure. Du coup, Édouard, qui était loin d'être con, il a gardé cet argument en tête, et à la place, pour essayer de noyer le poisson, il a dit à Philippe « Ouais, si tu veux, j'ai des sœurs à marier, toi t'as des fils, on peut se faire une petite alliance. » Mais Philippe, il était loin d'être con aussi. Du coup, il a dit « Alors, t'es gentil mon pote, mais avant de parler de mariage, tu vas me préciser mon hommage, d'accord ?» Vous voyez venir le gros bordel, là? Après plein de discussions, pleines de diplomatie, où les Anglais ne précisaient toujours pas clairement l'hommage, mauvaise foi quand tu nous tiens, les Français leur envoyèrent la Convention du Bois de Vincennes, qui était un petit résumé tout mignon de ce que Philippe reprochait à Édouard, comme des sommes impayées suite à la restitution d'une partie de la Guyenne par Charles IV, ou encore des terres non rendues par Édouard II. Tel un rap contenders du Moyen-Âge.
Édouard III répondit à Philippe VI avec une petite liste de choses qui ne respectaient pas trop le roi de France en Guyenne. Comme l'occupation de certains châteaux par des amis du roi, enfin des trucs comme ça quoi. Pour faire face à ce bon gros bordel général, le pape Jean XXII, il a une idée. Bon, elle n'est pas très originale certes. En gros, il s'est dit « Tiens, si on ferait une bonne petite croisade ». Ah bon, il est bien gentil, mais bon, faire des croisades avec des mecs qui se foutent déjà sur la gueule entre eux, c'est pas chose facile. En gros, voici une carte diplomatique pour que vous compreniez mieux un peu le bordel. Là, on a Louis de Bavière qui occupe l'Italie. Il est en guerre avec Robert Ier de Naples. Ce même Robert de Naples, c'est l'allié de Philippe VI, et en plus ils sont cousins car ils descendent tous les deux de Louis VIII de France. Tout cela fait que Louis et Fifi, ils sont pas trop potes. En plus de cela, Louis faisait copain-copain avec Édouard III. Édouard III qui était l'ennemi des Écossais. Ces mêmes Écossais qui étaient l'allié du roi de France. Vous avez mal au crâne? Eh ben moi aussi. Ah oui, ce même Louis de Bavière s'était fait couronner empereur d'Occident par un antipape, Clément V, qui était donc le rival du pape légitime, Jean XXII, ce qui a causé encore plus de tensions avec Philippe VI. Du coup, Philou, il est un peu embêté. D'un côté, Jean XXII l'a désigné comme devant conduire l'armée des croisés, ce qui est un immense privilège, mais en même temps, il est en situation de conflit avec Louis de Bavière et en quasi-guerre avec Édouard III. C'est chaud là. Pourtant, les deux, ils la voulaient cette croisade. Philippe, car cela lui donnerait une sorte de petit prestige divin, et Édouard parce que ça l'arrangeait d'aller taper de l'infidèle plutôt que de faire la guerre au niveau de ses frontières. À la fin de 1332, rien n'est encore décidé. Le Parlement anglais y songeait, mais bon, ils n'étaient pas encore sûrs, voilà. Quand soudain, l'Écosse déclare la guerre à l'Angleterre. En fait, les Écossais, comme ils ont vu que les Anglais n'intervenaient pas, ils se sont dit « ça veut dire qu'ils sont faibles, on va peut-être pouvoir leur piquer 2-3 villes. » Je fais bien écossais. Enfin bref, du coup, ils ont attaqué les Anglais. Sauf que bon, ça a pas trop bien marché. Les Anglais, ils ont tout de suite répliqué et puis ils les ont défoncé la tronche. Mais le vrai problème dans cette histoire, c'est Philippe. Il fait quoi? Qu'est-ce qu'il va faire Philippe? Parce qu'à la base, Philippe, il est allié avec les Écossais. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il aide ses alliés écossais, ce qui déclencherait une guerre avec les Anglais, et auquel cas, en plus, ça annulerait la croisade. Ou alors, il laisse passer, il prend le risque de perdre ses alliés écossais, mais au moins, il sauve la croisade. Et au final, Philippe, il fait rien du tout. La question de la croisade, du coup, elle a repris. Édouard, il lui envoie une missive, où il espérait, je cite, « faire ce voyage en la compagnie de notre très cher cousin, le roi de France ». Du coup, il y a encore des négociations. Édouard, d'un côté, il voulait des terres en Guyenne et il voulait que Fifi soit neutre par rapport à la guerre aux Écossais. Et à côté de ça, on avait Fifi qui disait que cette guerre, c'était la faute du roi d'Angleterre et que lui, il n'avait pas changé d'avis. Quand je vous disais que c'était deux têtes de mule. Bref, cette histoire de croisade n'avançait pas, et en plus de ça, Jean XXII mourut le 4 décembre 1334. Benoît XII fut élu en urgence le 20 décembre. Lui aussi, il voulait la croisade, et il prit les devants, avec un budget consacré au paiement des croisés. Car bon, c'est bien beau la gloire et la reconnaissance éternelle, mais bon, quelques deniers pour pouvoir manger et avoir des forces pour se battre, c'est quand même plus pratique. Il commanda aussi du matos et des galères de guerre. Le pape avait même pardonné aux partisans de la papauté romaine. Et ça, c'était un sacré exploit. Et Bebeu, qui était loin d'être con, il se doutait que la paix entre tous les souverains d'Europe, ça allait être compliqué. Du coup, il s'est dit, bon, quitte à ce qu'il n'y ait pas la paix, on y va quand même. Et à côté de cela, on avait le roi de Naples et les chrétiens d'Orient qui en avaient un petit peu marre d'attendre après le roi d'Angleterre et le roi de France. Du coup, ils se sont dit, bon allez les gars, c'est bon, on y va, on en a marre. Sauf que sur la route, le truc, c'est qu'ils ne se sont pas fait confiance entre eux. Et ils se sont foutus sur la gueule, les cons. Ah là là, quand je vous disais que c'était la merde cette croisade. En Europe, malgré sa bonne volonté et une tentative de rapprochement avec l'empereur Louis IV de Bavière, Benoît XII, il s'est rendu compte que c'était pas possible la croisade. Le roi de France et le roi d'Angleterre, ils étaient déjà à moitié en guerre. L'Angleterre et l'Écosse, ils étaient déjà en guerre. Du coup, il a sorti une belle phrase pour ça. Tant que la chrétienté est en proie aux discordes intestines, il peut être téméraire de s'avancer en Orient. Du coup, cette décision, ça a embêté beaucoup Philippe. Lui, il se voyait déjà en défenseur de la chrétienté, rendre Jérusalem au pape, enfin voilà, il a voulu cette croisade. Du coup, maintenant, il est frustré. Qu'est-ce qu'il va faire de toutes ces armes? À côté, il y a un roi d'Angleterre qui l'embête, à propos du duché de Vienne. Tu la vois venir, la bonne grosse guerre, là? Édouard III, en ayant plus cassé de toute cette situation, et en plus en étant influencé par des grands prélats, dont Robert d'Artois, qui avait été viré par notre bon Fifi national, il s'est déclaré roi de France. Oui, roi de France. Comme ça, c'est la fête.
Bon, évidemment, Fifi, quand il a appris ça, il n'était pas très content. Hein. Que déjà, il l'embête en Guyenne, c'était quelque chose, mais que là, en plus, il revendique son trône, là, c'en était trop. Et c'est comme ça que, en gros, la guerre de 100 ans a commencé, juste parce que Édouard disait « Oui, bah, comme je suis le descendant de Philippe le Bel, c'est moi le roi de France. » Voilà. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Moi, en tout cas, ça a été un grand plaisir de la tourner. J'espère que pour vous, ce sera un grand plaisir de la regarder. N'hésitez pas à commenter, surtout à me dire s'il y a des défauts, si c'est trop long, si je parle trop vite, si la lumière est à chier, enfin bref, dites-moi tout ce qu'il faut pour que je puisse m'améliorer. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu si ça vous a plu, un pouce rouge si ça vous a pas plu, de le partager, surtout si vous avez envie de montrer votre amour de Philippe VI à vos amis. Je vous dis à la prochaine et sur ce, salut!